Quête de vision, danse du soleil, hutte à sudation. 3 rituels sacrés pratiqués depuis des siècles par les autochtones nord-américains qui font aujourd'hui toujours plus d'adeptes en Europe. Comment ces rites sont-ils pratiqués sur notre continent et qu'en retirent les Européens issus d'une culture si différente? Ces questions sont posées par Virgile Delmas, doctorant en anthropologie et sciences des religions. Pour son travail de thèse, il a lui-même participé à plusieurs de ces rituels. Dans ce podcast, il nous raconte ses expériences et sa démarche. On est dans l'obscurité, on est assez à l'étroit, on transpire, on est pris par les chants, par la musique, etc. Et en fait, ça mène à des expériences physiques déjà qui sont assez fortes, dues à l'étroitesse, à la chaleur, mais aussi des expériences psychiques, émotionnelles, voire spirituelles. On entend des gens rire, des gens crier, des gens pleurer, donc il y a un aspect assez cathartique aussi, très, très libérateur pour certains. Lui, c'est Virgile Delmas, doctorant à l'Université de Lausanne. Depuis 2017, cet anthropologue s'intéresse aux rituels amérindiens qui sont pratiqués en Europe. Le rituel dont il vient de parler, c'est la cérémonie de la hutte à sudation, une tradition qui permettrait de communiquer avec les esprits qui habitent le monde. Virgile Delmas lui-même y a participé plusieurs fois à cette cérémonie, pour mieux la comprendre et l'étudier. La hutte à sudation, c'est un petit dôme qui est fabriqué de branches de noisetier ou de saule, qui a à peu près la forme d'un igloo et qui est recouvert de couvertures. Donc quand on y entre, on se trouve dans l'obscurité. Et devant ce dôme, il y a un grand feu qui est préparé dans lequel on met des pierres qui peuvent aller d'une 15aine à 40 pierres qui sont chauffées jusqu'à ce qu'elles soient rouges, qu'elles soient incandescentes. Et quand les pierres sont prêtes, les participants entrent dans la hutte. Ensuite, on fait entrer les pierres, donc déjà là, il commence à faire chaud. Et l'officiant va verser de l'eau sur ces pierres, un peu comme dans un sauna. Donc la vapeur va emplir la hutte. Et sont des chants et des prières et certains moments de silence qui vont guider cette cérémonie qui peut durer plusieurs heures. J'ai participé à des huttes où on n'était que 4 ou 5 personnes et d'autres où on était presque 30. Donc évidemment, quand on est 5, on a de la place, on peut se coucher. Quand on est 30, on est très serré, on est très à l'étroit et on peut avoir mal au dos, aux jambes au bout d'un certain moment. Ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, mais il y a vraiment cette dimension libératrice où je vois les gens sortir de la hutte légers et souriants et souvent emplis de nouveaux enseignements aussi. Très importante dans la spiritualité amérindienne, la cérémonie de la hutte à sudation est pratiquée depuis des siècles par les autochtones et a commencé à se diffuser en Europe durant les dernières décennies. Pour y assister, Virgile Delmas s'est rendu en France, en Suisse et en Espagne. Dans chacun de ces pays, il suit depuis quelques années 3 groupes qui pratiquent ce genre de rituel. Leurs cérémonies sont devenues pour lui de véritables terrains de recherche. En anthropologie, on parle d'une démarche d'observateur participant, où j'ai pas juste été extérieur à la cérémonie en prenant des notes, mais j'ai participé au même titre que les autres acteurs, pour vraiment pouvoir avoir une vision de l'intérieur. Et j'ai vraiment pris mon temps pour développer des relations de confiance avec eux. Je ne suis pas arrivé comme un anthropologue qui arrive avec son appareil photo, son carnet de notes, son enregistreur. J'essaye d'être beaucoup moins intrusif. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de développer des relations de confiance avant de leur demander des informations qui souvent sont assez intimes, parce que c'est des cérémonies des expériences fortes et qui touchent aussi à l'intime. Et je voudrais préserver ça avec les personnes que j'interviewe. Comment des rituels amérindiens ont-ils pu arriver jusqu'en Europe? Comment la diffusion s'est-elle faite? Et ces pratiques sont-elles vraiment fidèles aux traditions d'origine? Ces questions sont au cœur du travail de Virgile Delmas, qui effectue en ce moment sa thèse à l'Institut d'histoire et anthropologie des religions, sous la direction, à l'UNIL, du professeur Raphaël Rousselot et sous la codirection du professeur Laurent Jérôme de l'Université du Québec à Montréal. Voici comment le doctorant résume sa démarche.
J'étudie l'histoire de ces pratiques aux États-Unis dans un contexte autochtone, surtout à partir de sources anthropologiques. Et je compare ça à ce que j'observe sur le terrain en Europe. Et une des choses qui m'intéresse, c'est la diffusion de ces pratiques des États-Unis vers l'Europe. Dans un contexte autochtone, c'est des cérémonies qui datent d'il y a très longtemps. On n'a pas vraiment de traces écrites, donc on peut pas, c'est difficile à dater. Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'elles ont été bannies à la fin du 19e siècle par le gouvernement américain, qui considérait ça comme des pratiques barbares. Et à partir des années 30, elles ont été réautorisées au nom de la liberté religieuse pour les autochtones. Et suite à ça, il y a eu un très fort revivalisme parmi les communautés autochtones qui ont fait renaître ces cérémonies qui sont devenues de plus en plus populaires. Et en même temps, c'est devenu, pour les Lakota notamment, un très fort moyen de revendication identitaire. Donc de revendiquer son identité autochtone en pratiquant ces cérémonies. Et parallèlement, il y a, je pense que ça s'inscrit dans la contre-culture américaine, beaucoup d'Occidentaux qui se sont aussi intéressés à ça, qui ont commencé à participer. Et donc certains leaders spirituels ont profité, entre guillemets, de l'engouement des Occidentaux pour leur tradition, pour aller enseigner leur savoir à des Occidentaux et même venir en Europe pour partager et officier des cérémonies en Europe. Et ça, c'est à partir des années 80 et 90 que voilà, il y a eu cette diffusion, cette circulation des pratiques et donc des Européens qui ont commencé à pratiquer des huttes à sudation, des quêtes de vision et des danses du soleil en Europe. Je pense que c'est, je dirais, à partir des années 2000 que ça a vraiment pris une certaine ampleur qui est vraiment en croissance depuis. On voit qu'il y a voilà, un engouement populaire pour ces pratiques, bien qu'elles restent quand même assez discrètes et encore un petit peu marginales. Un engouement pour ces pratiques qui n'a pourtant pas forcément été vu toujours d'un très bon œil par les Amérindiens. L'avis des autochtones est assez mitigé. Certains sont très critiques, certains veulent restreindre ces pratiques à leur communauté, et d'autres sont beaucoup plus ouverts et affirment que chaque personne qui a une démarche sincère a le droit de participer. Les Européens que j'ai rencontrés, beaucoup d'entre eux sont en contact avec des autochtones. Et donc, grâce à ces contacts, j'aimerais aller à la rencontre des autochtones pour savoir qu'est-ce qui les a poussés à partager leur savoir et leur tradition avec les Européens. Aussi assister à des cérémonies là-bas pour pouvoir les comparer à ce que j'observe en Europe. Et aussi voilà, questionner d'autres autochtones qui auraient peut-être un point de vue plus mitigé, voire négatif sur cette reprise occidentale ou européenne de leurs pratiques. Il faut dire qu'en Europe, certains groupes n'hésitent pas à revisiter ces rituels sacrés à leur sauce, en mélangeant parfois les influences, sans se soucier des traditions d'origine. Une situation dénoncée comme une forme d'appropriation culturelle par plusieurs anthropologues, devenus eux aussi très critiques à l'égard de la reprise de ces rites par les Européens. Virgile Delmas, lui, souhaite apporter un peu de nuance à ce débat. Certains groupes ont quand même une tendance au bricolage qui peut être un peu irrespectueuse envers les traditions autochtones. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me centrer sur des groupes assez bien ancrés, qui maintiennent vraiment un contact étroit avec les communautés autochtones et qui surtout ont une vraie connaissance de ces traditions. Historiquement, la tribu Lakota, enfin les tribus Lakota, parce qu'il y en a plusieurs, sont celles qui ont pu le mieux préserver leur culture face à l'invasion des Occidentaux, à l'acculturation forcée. Après la période de bannissement, comme je disais, il y a eu un très fort revivalisme, et comme les Lakota avaient bien préservé leur tradition, elles se sont rediffusées déjà aux États-Unis parmi d'autres tribus qui les connaissaient avant, qui les ont oubliées ou même qui ne les connaissaient pas. Et donc on parle de Lakota pour la hutte à sudation, mais il y a bien d'autres tribus qui les pratiquent. Et c'est pareil pour la danse du soleil. Il y a des danses du soleil chez les Shoshones, chez les Crows, etc. Donc on parle de Lakota parce que c'est peut-être les plus visibles, les plus populaires, aussi ceux qui se sont le plus exprimés. Mais ce n'est pas des rites qui se trouvent que chez les Lakota. Ça a été très diffusé aux États-Unis, mais aussi au Canada et même jusqu'en Amérique du Sud.
Donc il y a une diffusion interne, entre guillemets, qui précède ou qui se superpose à la diffusion vers l'Occident, qui fait qu'on ne peut pas parler seulement de cérémonie Lakota, mais qui s'inscrivent dans un ensemble que certains qualifient aussi de pan-indianiste, dans le sens que plusieurs communautés autochtones des Amériques du Nord et du Sud font revivre ces traditions ensemble. Ce chant sacré amérindien, dont nous venons d'entendre un extrait, est interprété ici par des participants à une cérémonie de la danse du soleil. Un rituel organisé chaque année dans le sud de la France, auquel Virgile Delmas a pu assister plusieurs fois. Comme l'explique le doctorant, le groupe qui met en place cet événement le fait dans une approche plutôt fidèle aux traditions d'origine. L'officiant de cette danse, c'est un Français qui a dansé pendant de nombreuses années aux États-Unis et qui, lors d'une de ses danses, a eu la vision de ramener ce rituel en France. Et il a partagé sa vision avec le leader de la danse, qui est un autochtone Lakota, à laquelle il participait. Et cette personne l'a encouragé à faire ça et lui a dit qu'il serait d'accord d'officier les 4 premières danses qu'il organisera en France. Et donc, en fait, pendant 4 ans, cette autochtone est venu en France pour mener la danse du soleil et a ensuite passé le relais aux Français qui les officient aujourd'hui. Un autre autochtone Diné de la tribu des Navajos, lui aussi vient en France mais en tant que chanteur pour soutenir le groupe de chanteurs qui chantent pour la danse du soleil. Et donc voilà, c'est plusieurs autochtones qui viennent en Europe. Aussi, j'en ai rencontré qui sont venus en Suisse pour mener des huttes à sudation avec un groupe suisse. Et inversement, plusieurs Européens qui vont aux États-Unis pour participer à des danses du soleil, à des huttes à sudation, etc. C'est pas seulement un contact d'enseignants, mais aussi parfois vraiment des réelles amitiés qui se créent. Et en même temps, un échange, un dialogue interculturel. Pour la danse du soleil, il faut s'imaginer un grand arbre un peu plié qui est décoré de milliers de bourses à prières que confectionnent les danseurs à partir de tissus de différentes couleurs. Donc c'est une cérémonie très colorée. Et pendant 4 jours, du matin au soir, les participants vont danser autour de cet arbre, tout en s'abstenant de boire et de manger. Donc c'est assez intense physiquement. Les danseurs sont en jupe, ils ont des couronnes de sauge, il y a beaucoup d'éléments visuels qui sont importants. Et puis surtout, il y a cette musique. Donc il faut s'imaginer une 10-15 de chanteurs autour d'un immense tambour qui chantent du matin au soir. Donc c'est très imprégnant. Wakatanka, c'est grand esprit, c'est une manière de s'adresser à plus grand que soi. Unchion la poème nous, ça sous-entendu prend soin de nous. Ces chants expriment vraiment la visée de ces cérémonies qui est de prier pour une meilleure vie sur Terre. Plus tard, ils disent Tunkashila Pila Mayelo, je te remercie. Il y a beaucoup de gratitude aussi qui s'exprime dans ces chants. Pour un Lakota qui a grandi dans un contexte traditionnel, entre guillemets, ça peut être tout à fait normal de faire des prières qui s'adressent au soleil, de faire des offrandes au feu, de chanter pour un arbre, etc. Pour un Européen, ça paraît évidemment assez farfelu. Mais comment des Européens peuvent-ils vraiment s'épanouir dans la pratique de rituels amérindiens, eux qui sont pourtant issus d'une histoire et d'une culture fondamentalement différentes? C'est une question que s'est posée Virgile Delmas. Selon lui, les personnes qui choisissent de s'impliquer dans ces cérémonies vivent un profond changement dans leur vision du monde. Un changement
obtenu à la suite d'un long processus d'initiation. Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient un peu sceptiques, qu'ils avaient peur de l'impression d'entrer dans une secte. Il y a une femme qui m'a dit, moi, à la première rue, je suis rentré à reculons, je trouvais ça très bizarre. Et en fait, petit à petit, il y a une confiance qui se met en place. Pour certains, il y en a aussi qui ont assisté à une hutte, puis qui sont plus jamais revenus. Mais ceux qui restent, les témoignages que j'ai pu récolter de leur parcours de vie, c'est qu'il y a une intégration pas à pas, petit à petit, au travers des apprentissages, au travers de la pratique, au travers des expériences vécues. Ces personnes ont une nouvelle manière d'être au monde, au travers de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, dans la hutte, pendant la quête de vision, la relation qu'ils ont avec les autres, un peu ce truc de communauté, d'entraide, et aussi beaucoup d'expériences psychiques et émotionnelles qui mènent à des prises de conscience, des gens qui prennent des décisions importantes dans leur vie, dans leur relation familiale, qui changent de travail, qui changent carrément de mode de vie. Et tout ça, ça mène pour beaucoup vraiment à une nouvelle manière de voir le monde, qui peut parfois être qualifiée d'animiste. En tout cas, il y a le désir beaucoup plus fort de relations de proximité avec la nature, une relation qui est aussi spiritualisée, entre guillemets. Mais à côté de ça, la plupart des gens gardent un travail, un ancrage dans la société moderne, ils croient toujours à la science, ils ne sont pas tous devenus fous. Et là aussi, pour moi, il y a vraiment un dialogue qui se crée entre une vision du monde moderne et scientifique, dont la plupart des participants gardent une part importante, mais qui modulent ou qui font entrer en dialogue, en résonance avec une autre manière de voir le monde et surtout de voir la nature et aussi le surnaturel. Vous venez d'entendre Virgile Delmas qui effectue une thèse sur la diffusion vers l'Europe des rituels amérindiens à la faculté de théologie et de sciences des religions. Il poursuit actuellement ses terrains de recherche, notamment ce mois-ci où il assistera à une cérémonie de quête de vision. Merci à lui d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt!